toute l'association Culture et Patrimoine en Côte-Vermeille de m'accueillir, de nous accueillir, puisque je fais partie de l'association Le Temps du Costume Roussillonnais, qui nous permet justement de passer de l'image à une certaine réalité, beaucoup plus véridique, on va dire, beaucoup plus recherchée, prouvée en quelque sorte, que ce qu'on connaissait auparavant du costume catalan. Le costume catalan, évidemment, si on demande à n'importe quel habitant des Pyrénées-Orientales qu'est-ce que le costume catalan, eh bien, il va souvent vous mettre en exergue un costume, un seul. Un seul pour la femme et un seul pour l'homme, point barre. Alors que, on va voir, tout ça, ça évolue, ça change, et au niveau des couleurs aussi, évidemment, aucune femme n'aurait voulu avoir la même jupe rouge que sa voisine, le même jour, pour se promener ou pour aller à la messe. Donc forcément, tout cela, c'est de l'ordre plutôt du folklore, et nous sommes, nous, plutôt attachés à des recherches plutôt historiques sur cette évolution de la mode. Donc cette évolution de la mode, elle s'est faite justement, elle s'est comprise petit à petit grâce à la recherche en iconographie, c'est-à-dire en images, gravure, tableau, etc. Donc ça c'est un peu mon dada, et ça m'a permis de réunir un grand nombre d'illustrations que vous allez pouvoir découvrir, comme celle-ci par exemple, qui représente une image générale des costumes, du costume qui est porté en Catalogne, sud et nord, en Catalogne de manière générale, même si à l'époque où cette gravure est réalisée, à l'extrême fin du XVIIIe siècle ou tout début XIXe, on parle de la Catalogne, c'est-à-dire de la Généralitat de Catalunya, du Principat. Mais vous le voyez, donc, le costume catalan, avec la baratine, évidemment, et la fâche, et les espardenyes, les bigatanes pour l'homme, la culotte courte aussi, les bas, et pour la femme, évidemment, tout ce qui fait le costume traditionnel, on va dire, d'une manière générale, c'est-à-dire jupon, jupe, tablier, corset, corsage, et coiffe ou capuche ici, un grand voile noir sur la tête. Donc ça, c'est plutôt une iconographie qui nous simplifie les choses, évidemment, puisque on n'a pas... on doit vendre des livrets explicatifs des costumes de tous les pays du monde, de toutes les régions du monde, donc forcément on va insérer à l'intérieur un exemple, l'exemple majeur, on va dire, ou typique. Et évidemment, ça va nous couper de cette idée qu'il y aurait en fait beaucoup d'autres costumes à l'époque. Alors, je vais essayer de faire marcher. Voilà. Et évidemment, côté local, on a quand même quelque chose de plus réaliste aussi, c'est ce dessin qui va donner lieu à une gravure qui se trouve insérée dans ce qu'on appelle le Carrère. Carrère était médecin et il va écrire dans les années 1780 une description de la province de Roussillon comme tout bon encyclopédiste. C'est-à-dire qu'il va nous conter toute la province de Roussillon d'une manière scientifique, avec ses manufactures, avec sa géographie, avec sa botanique, avec ses mines, ses manufactures, tout est brossé à l'intérieur, avec des rappels historiques, et puis la partie costume, évidemment, une partie costume qui concerne quelquefois certains ordres religieux, puisque la partie du haut, vous le voyez, je me trompe. Et là, la partie du haut, ce sont des chanoines de la cathédrale, etc. Donc tout ça, ça ne nous concerne pas vraiment, c'est les costumes religieux. Et la partie du bas concerne justement ce dont il va nous parler, quelquefois en détail, et quelquefois, il nous explique que c'est pas sa partie, le costume. Donc, référons-nous à l'image qui est insérée dans le livret, et vous en ferez bon usage. Mais il nous parle en fait, voilà, de la population locale telle qu'elle est habillée, vous le voyez, donc nos femmes, nos hommes, voituriers de Cerdagne par exemple, et autres paysans. Et ici, les deux femmes vont donner lieu
quand ça va être gravé, a deux descriptions différentes, une qui s'appelle la catalane et l'autre la ménestrale. Voilà, le nom ne me revenait pas. Donc en fait, ce sont toutes les deux des catalanes, forcément. Sauf qu'il y en a une qui est plutôt, on va dire, des milieux populaires et des campagnes. Vous le voyez bien, la différence entre les deux étant que celle-ci, elle travaille, hein, elle occupe ses mains, elle fait du fil, hein, avec sa quenouille et son fuseau. Et l'autre qui est la ménestrale, qu'est-ce qu'une ménestrale? C'est une femme de ménestral, donc une femme de maître artisan. Donc quand on est maître artisan dans un bourg ou à Perpignan, c'est que son mari a des ouvriers. Donc forcément, c'est pas le petit artisan tout seul derrière son établi, hein, qui vous fabrique X et autre chose. Non, là, on nous parle d'une femme qui a un certain rang déjà, qui a un certain rang, et du coup, on va la montrer comme une femme qui se promène, hein, une femme qui n'a pas à passer sa journée continuellement à travailler pour escompter gagner sa croûte, comme on dit. Donc ça, c'est très intéressant. Et d'autre part, on a aussi cette gravure qui nous montre des gens de Perpignan. Alors évidemment, Perpignan, c'est la capitale. Perpignan, c'est la ville qui fait la mode. Et les campagnes qui adaptent cette mode à quelque chose de vraiment tout à fait historique, antique, etc. Donc il y a une porosité qui se fait assez rapidement finalement entre la ville elle-même qui fait la mode, entre quatre rues. Hein. C'est la rue des Marchands, évidemment, comme son nom l'indique. C'est la place Jean Jaurès aujourd'hui, hein, la place où il y a les banques. C'est la rue de la Barre où il y a toutes les boutiques de la mode. Hein. Et c'est bien là aussi qu'on va voir au XIXe siècle les premiers grands magasins. C'est pas les Dames de France, c'est pas le Grand Bazar Nouvelle Galerie de 1911 qui surgissent tout d'un coup après la destruction des remparts. Hein, le grand magasin existe sous Napoléon III et même sous Louis-Philippe dans ces rues-là, hein, dans ces ruelles de Perpignan autour de la place de la Loge. Place qu'on va appeler aussi, sous l'Ancien Régime, la place des hommes riches. Eh oui, puisque c'est là où viennent et retournent chez eux les consuls. Les consuls qui sont autres que les gens qui dirigent la ville, donc les riches. C'est un peu toujours le même schéma. Donc vous voyez là des Perpignanais ou des Narbonnais, parce que à la Révolution française, vous le voyez, on est bien à la Révolution française, avec ses cocardes bleu, blanc, rouge. Eh bien, il y a quand même un changement aussi, un grand mélange qui se fait dans Perpignan. Perpignan a vu en 1792 beaucoup de ses ressortissants, de ses habitants, eh bien, quitter les lieux. Vous le savez, pourquoi, comment? Eh bien, parce que la noblesse avait 35 km à faire pour essayer d'aller vers un territoire moins hostile, plus accueillant que Perpignan, avec la Révolution qui gagne, et le moment ultime étant, évidemment, vous l'avez su, avec Madame Hirle par rapport à François de Fossat, le guitariste. Hein, si François de Fossat part de Perpignan, c'est parce qu'on vient de couper la tête au roi. Donc tous ces gens-là, ils se disent la France ne sera plus jamais la France. Donc, fuyons. Voilà. Et évidemment, de notre côté, pas mal de gens viennent du Languedoc voisin, eh bien, essayer aussi de trouver fortune à Perpignan, de s'engager justement dans la Révolution et de reprendre des métiers, de reprendre cet artisanat, etc. Donc, vous voyez que le costume est très intéressant parce que il y a l'apparition de ces coiffes qui vont donner lieu à ce que j'appelle maintenant la coiffe catalane. Et vous avez aussi l'apparition vraiment des costumes qui ne sont pas véritablement des costumes catalans ici, on est vraiment dans de l'urbain. Ce sont des costumes pour les hommes notamment, des costumes tout à fait en adéquation avec la mode du moment,
hein, la mode Louis XVI et la mode directoire. Pour les femmes, on va avoir quelque chose de très similaire à la gravure du Carrère, c'est-à-dire la ménestrale. Ce sont quasiment des ménestrales. On est chez le peintre Morin, qui était un ami de Gamelin, et Gamelin aurait été peint au centre de la composition en train de jouer du violon. Donc on voit bien que là, notre Morin est en train de peindre avec son bâton, il doit avoir ses pinceaux ici, à la main, et il y a aussi ou son épouse ou une dame de cette maison qui a aussi un carnet à dessin. Les autres femmes étant plutôt dédiées à la couture, même cette jeune fille là. Et on voit bien aussi l'apparition d'un type de matériau, d'un vêtement composé justement avec du coton imprimé. Ça va être une vogue à partir des années 1760 à peu près, puisqu'on avait auparavant une prohibition très forte sur ce type de tissu imprimé sur du coton. C'est la fameuse mode des Indiennes, qui ne concerne pas que la Provence, puisque la Catalogne, autour de Barcelone, Manresa, Terrasse, etc., toutes ces grosses villes autour de Barcelone, se dédient à la fin du XVIIIe siècle et font leur première révolution industrielle grâce à la fabrication, à l'impression des fameuses indiennes. Donc, on le voit ici, les indiennes sont tout à fait de mode. Allez, on va passer à une autre image, parce qu'on a beaucoup à voir. Gamelin nous laisse cette belle perpignanaise, belle et jeune perpignanaise, qui se trouve au musée de Carcassonne, où il y a là aussi une coiffe blanche, qui, à mon sens, est le prototype, on va dire l'ancêtre de la fameuse coiffe catalane que portent nos catalanes 1900, hein, ici présentes, mais qui n'est pas du tout conforme à ce modèle-là. C'est vraiment l'ancêtre, avec une passe très longue qui part presque sur les épaules, et un nœud qui se fait au niveau du haut du crâne, entre la passe et le bonnet. Hop. Donc on a une autre représentation de ce genre de coiffe, avec un révolutionnaire, cette fois-ci, son mari probablement, sur un petit tableau qui est en collection privée, et on voit à peu près dans un musée ce que cela pouvait donner au niveau de cet habillement de l'époque directoire et tout début Premier Empire, on va dire, avec l'apparition de la taille très haute, ici, vous le voyez. Hop. Et nous avons aussi la chance d'avoir pu conserver et photographier ce portrait de famille, qui est le portrait d'Élisabeth Campagnac, née, elle, à Perpignan. Donc là, on ne peut pas dire que c'est une dame de Narbonne qui est venue avec son mari à Perpignan à la Révolution. Non, non. Il s'agit d'une Catalane baptisée à la cathédrale Saint-Jean. Et cette Catalane donc, donnera des enfants qui seront en fait la lignée d'une grande famille bourgeoise de Perpignan et du Roussillon, qui sont les Donnezans. Donc, vous le voyez, elle porte cette coiffe que nous a représentée aussi Gamelin, très longue au niveau de la passe, avec du plissé. Vous voyez, c'est pas du tout de la dentelle, c'est de la mousseline ou une gaze plissée et amidonnée, et le bonnet, avec très certainement en dessous ce qu'on appelle la toupine. La toupine, pour ceux qui ne savent pas, c'est la coiffe de dessous, qui est encore, on va dire, le second étage, puisqu'il y a encore une autre coiffe de dessous, qui est la coufette. Donc, en gros, pour porter une coiffe catalane, eh bien, il faut porter une coiffe tout à fait simple, en coton, en calicot, qui enveloppe les cheveux. Ensuite, une autre coiffe en 2 morceaux noirs, généralement en soie, qui s'appelle la toupine. Et ensuite, par-dessus, la coiffe blanche précieuse. Elle aussi a mis l'apparition de nombreux bijoux. Une croix badine en argent avec des diamants et des bijoux en or creux. Ici, des bagues, vous avez tout ce qu'il faut. L'épingle qui tient le fichu, il y a toute la panoplie. Et évidemment, plus on monte
dans les milieux sociaux, plus on a cette adéquation, hein, cette recherche de la mode hein, parisienne, puisque c'est la grande mode sous le Premier Empire que ces robes très fines, très longues, très élancées, souvent blanches et transparentes d'ailleurs, avec une taille très très haute, qui rappelle l'Antiquité, hein, ces femmes en toge de l'époque romaine, de Pompéi. Et on a donc, à partir des années 1820, la première coiffe que je vous ai montrée, qui évolue vers la coiffe que nous connaissons. Vous le voyez très bien ici, parce que il n'y a plus la passe. La passe, c'est ce qui est sur le front, hein, qui est plat. Et cette passe, elle n'est plus très longue, hein, et elle n'arrive plus jusqu'aux épaules, mais elle est remontée pour faire ce petit triangle au niveau de l'oreille. C'est ce que Horace Chauvet nous explique dans un article qu'il consacre à la coiffe catalane en 1911, où il raconte des choses captivantes et aussi quelques erreurs. Hein, on peut relever aussi quelques erreurs ou quelques stéréotypes, hein, comme celui de nous dire que la coiffe catalane n'est pas catalane, qu'elle vienne de Saint-Paul-le-Fenouillet. Bon, why not? Mais en tout cas, à mon sens, je ne pense pas qu'il ait raison. Tout simplement parce que cette coiffe catalane, on voit bien qu'elle est vraiment imprégnée dans le Perpignan à la fois à la mode et à la fois de la tradition. Hein, puisque à Perpignan, il y a quand même ce côté traditionnel qui est très très fort, même si c'est une ville, de passage, une ville où ça grouille, etc. C'est une ville où il y a quand même une forte tradition, une forte identité, vous le savez tous, hein, Perpignan est bien catalane. Donc ici, on a ce fameux galette, et c'est la première représentation avec cette miniature peinte sur ivoire, hein, qui est toute petite en fait, de cette première coiffe catalane telle qu'on va maintenant la voir arriver. Alors, hop. Ces coiffes catalanes, on a redécouvert très récemment de nouvelles formes de coiffe catalane grâce au dessin d'un architecte des ponts et chaussées qui s'appelle Charles Stanislas Léveillé et qui est venu ici en Roussillon de 1815 à 1821. Donc c'est une période qui était très peu connue au niveau de l'iconographie, au niveau du costume, et on a réussi à retrouver chez les descendants de ce monsieur, Charles Stanislas Léveillé, des choses impressionnantes, à la fois beaucoup de descriptions et de dessins de costumes, quelquefois des dessins même aquarellés avec les couleurs qu'il a vues, et des paysages extraordinaires, puisque c'est le Roussillon tout à fait authentique qu'il nous montre dans ses dessins, avec les monuments, avec les villages, les églises, le prieuré de Cérabonne, etc. Et évidemment, sans antenne télé, sans parabole, sans lotissement, sans éolienne. Mais ça, c'est encore autre chose. C'est vraiment un très très beau document. Donc vous voyez, le Roussillon et le Conflent. Alors, je ne sais pas pourquoi il différencie le Conflent du Roussillon, parce que c'est assez proche finalement, mais en tout cas, vous voyez, les femmes portent toutes la capuche, quasiment toutes. La capuche, c'est le capulet de Bernadette Soubirous. C'est vraiment quelque chose qui nous identifie au costume pyrénéen. Nous sommes des Pyrénéens. Ça, on en a véritablement la preuve ici. Et on voit bien que dans des régions plus vantées que d'autres, peut-être parce que Perpignan est encore entouré de remparts, mais que le Conflent, eh bien, on est obligé d'aller se balader d'un village à l'autre avec la tramontane, eh bien, ces conflentoises, je reviens en arrière, portent la capuche resserrée par un fichu, ici, vous le voyez, de manière à faire cagoule. Et on voit bien que la capuche est portée sur une coiffe. On les voit ici, ces coiffes, elles sortent un petit peu. Ici aussi, on voit bien que là, on a une passe qui forme comme une visière sur le visage. D'autres femmes portent des costumes plus populaires encore, avec des fichus sur la tête. Vous le voyez, donc des vestes aux manches très près du corps. Et elles ont aussi tendance à remonter leurs jupes
dès cette époque, hein, comme on le voit aussi sur les statues que nous a laissées les céramiques de Gustave Viollet au début du XXe siècle. Voilà d'autres costumes hein, de Catalans et de Catalanes. Une servante de ville, alors là aussi, hein, on voit apparaître des typologies de personnages, servante de ville, et ce personnage avec son paletot porté comme une cape, en fait, hein, avec sur sa baratine, il a la baratine à l'intérieur de la capuche du paletot, et là on voit que tous ces hommes ont des pantalons avec les tissus qu'on faisait à l'époque, des tissus plutôt rayés. D'autres Catalans qu'il va croquer dans les rues de Perpignan, de Vernet-les-Bains, de la Cerdagne aussi, hein, il est allé un peu partout, il est même allé à Besalú, à Emporiès, puisqu'il était aussi très intéressé par les fouilles qu'on commençait à faire dans ces endroits-là, les fouilles de monuments romains. Et vous voyez donc ces Catalans avec des fâches parfois un petit peu serrées, on va dire, toujours avec des outils, des accessoires. Là, on voit que celui-là, il a un petit tabouret, donc il devait s'asseoir pour faire quelque chose. Soit faire des paniers, mais oui, ou soit réparer des chaussures, je ne sais pas, lustrer les chaussures de ceux qui avaient les chaussures vernies. Je ne sais pas. En tout cas, un jeune homme très rigolo. Voilà, d'autres capuches, hein. Perpignan, toutes les femmes qu'on voit dans les paysages de Perpignan, avec ses remparts, avec ses églises, etc., eh bien, dès qu'il y a des femmes, elles sont en capuche. Ça, c'est quand même extraordinaire, parce que jusqu'à présent, on se disait la capuche, oui, c'est les montagnes. Hein, c'est vraiment le costume de la montagnarde. Eh bien non, à Perpignan, elles portent toutes ces capuches. Et dans les années 1810-1820, aux archives départementales, on a des rapports de préfets sur l'économie locale. Et quand quand le rapport s'intéresse à Praz-de-Molló, le rapport nous indique bien que les manufactures de Praz-de-Molló se dédient à faire du tissu fin, blanc, qu'on appelle la bayette en catalan, et qui sert essentiellement à la population locale et à faire des capuches. Donc ces capuches étaient principalement en laine, même si on va en trouver aussi en soie. Vous avez aussi de l'autre côté une servante espagnole qui, elle, porte une coiffe qui s'est portée en roussillon, mais qui va être abandonnée au profit de la coiffe catalane, c'est la fameuse résille. Le ret, la gandaille. Alors, suivante. Voilà, deux autres roussillonnés, dont un chasseur, évidemment, ou un braconnier, Gumbuleu. Avec tout ça, nous avons aussi des femmes vraiment laborieuses. L'éveillé s'intéresse vraiment à la réalité humaine hein, et à des types de personnages tout à fait caractéristiques, comme cette femme qui va pieds nus, avec des jupes très lourdes finalement, hein, très épaisses, qui semblent très épaisses, et qui est en corset. On le voit ici, hop, le corset. Et très souvent, elles ont des paniers ronds, qui sont aussi très caractéristiques de cette époque. Et une autre femme un peu plus riche, on le voit bien avec ses bijoux qui pendent, avec sa capuche et son châle en cachemire. Un châle carré, c'était très à la mode à l'époque, et sachez qu'on a aussi essayé à cette époque-là, hein, avec Napoléon, d'implanter les fameuses chèvres kirghizes du Tibet, qu'on a fait venir de là-bas jusqu'au Levant. On les a mises ensuite sur un bateau, on les a faites venir jusqu'à Marseille, et on les a déchargées à Marseille, le troupeau, et on l'a fait venir jusqu'à Perpignan, jusqu'à Canet, hein, où il y avait une bergerie royale. Donc là, on est vraiment à la fin de l'époque Empire, on est plutôt sous Charles X, puisque ça s'appelle la bergerie royale. Et malheureusement, ces chèvres n'ont pas donné la laine voulue, peut-être parce qu'on a oublié
que l'été, il fallait les amener en Cerdagne et en Capcir. Hein, parce que si elles étaient restées là à Canet, les pauvres, en plein été, forcément, l'hiver d'après, la laine n'a pas eu... oui, et puis bon, elles sont mortes aussi, les pauvres. N'est pas habituées au climat local. Ah, voilà donc ces personnages très intéressants des années 1820. C'est vraiment quelque chose, une mine, l'éveiller. Un autre document exceptionnel qui malheureusement n'est pas montré, comme beaucoup de choses qui sont dans les réserves des musées, c'est une fête à l'Ermitage de Consolation dans les années 1816-1817, avec ici un détail de cette fête à Consolation. On allait à Consolation depuis Perpignan pour passer la journée, peut-être on y dormait, hein, on y passait carrément le week-end puisqu'il y a des chambres. Et on a ici donc toute l'intelligentsia, on va dire, la bonne société perpignanaise. Ici ou là, je pense que c'est le maire de l'époque de Perpignan, hein, en personne. Et ici, nous avons des Couliourencs, certainement, hein, des Bagnoulencs et des Port-Vendrés, et des Port-Vendraises, voilà, qui dansent une ronde. On ne va pas dire que c'est une sardane, peut-être une sardane courte pour l'époque, parce que vous le savez, la sardane, c'est inventé un peu plus tard. Hein. C'est pas de l'époque du tableau, la fameuse sardane liargue, la sardane actuelle, celle qu'on danse sur les places actuellement avec la coble à 11 musiciens. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de plus traditionnel, de plus archaïque. Donc vous voyez, la catalane est là, avec sa coiffe, avec double passe, une passe qui forme comme une visière, et vous avez la taille haute encore. Ah, elle a la jupe rouge, je peux rien dire. Mais elle porte aussi donc la cruche, al poal à la main, al cantir, pour servir ces beaux messieurs. Hop. Autre iconographie intéressante qu'on va retrouver souvent chez tous ceux qui voient pour la première fois le Roussillon, ils vont parler de ces fameuses danses et ils vont évoquer le fameux saut des danses catalanes. Ce saut des danses catalanes, vous voyez qu'effectivement, il fallait être costaud. Hein, quand on était le danseur, et il fallait être leste et achouride quand on était la danseuse. Hein, parce que, voilà, c'est pas très flatteur, cette position-là, la position-ci. Celle-ci, oui, vous voyez, mais celle-là, bon, pas trop. Hein. En tout cas, vous voyez que ces Catalans portent, eux, soit la culotte, soit le pantalon, un peu rayé, là vous le voyez à nouveau, hein, et dans ces mêmes années, c'est pas le même dessinateur, ça c'est Engelmann, qui va venir à Perpignan dans ces années-là. Et vous voyez donc les traditionnels espardeignes, hein, les bigatanes, et le gilet, et toujours ces baratines liargas. Hein. La baratine, à l'époque, elle n'est pas comme on la connaît. Hein. C'est pas le bonnet phrygien, c'est pas la crête de coq telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ce sont des baratines très longues et qui se portent généralement à l'arrière, entre les omoplates. On le voit ici. Et oui. Hop, et ces femmes portent la coiffe catalane, un petit fichu, avec une bordure imprimée, avec des petites fleurs. Et toujours, évidemment, dans le costume traditionnel, il y a un tablier. Tablier de semaine pour ne pas attacher la jupe, tablier d'apparat le samedi ou le dimanche pour sortir, pour aller, enfin pour, voilà. Mais le tablier est toujours là. Hein. Ça fait partie de la tradition. Et on va voir aussi donc ces fameuses danses catalanes qui sont souvent, on en a 5 à peu près, 5 représentations pour cette époque, qui sont très intéressantes, parce qu'à chaque fois on a des costumes bien différents, notamment la différenciation, elle est que ici nous avons des jeunes gens qui ont dansé les danses catalanes à la mode. D'ailleurs, les coiffes des dames sont à rucher, ce ne sont pas des coiffes catalanes du tout.
Donc ils ont voulu s'habiller très chic, très à la mode, mais faire un plaisir à l'Altesse qui était là, sur la place de la République, ou la place royale, pardon, puisque la place de la République à Perpignan a changé de nom. Hein. C'est appelé place Napoléon, place royale et place de la République en fonction des régimes. Donc vous avez ici les paysans, les populaires, les vrais roussillonnais, hein, les vrais, avec toujours ces fâches qui s'entortillent, mais assez lâches. Hein, ça peut, pendant la danse, tomber, on le voit bien. Et ici, donc, ces femmes qui ne portent pas d'espadrilles, mais de petits souliers, avec des lacets qui remontent aussi sur les chevilles. La coiffe catalane, telle qu'on la connaît, même si la passe est extrêmement large, là aussi. Et la fameuse baratine liargue, qui est portée à l'arrière. Donc, on est dans les années 1830. En 1830, à Perpignan, la mode se refait à nouveau, puisque à Paris, on a la fameuse mode des manches à gigot. Les manches à gigot, c'est des manches qui possèdent des coussins à l'intérieur pour les faire gonfler. Donc, les femmes ont une physionomie complètement différente de l'époque Empire, où elles étaient plutôt habillées en vestale. Ici, nous avons quelque chose de complètement différent. Elles ont tendance à se tasser, d'ailleurs, puisque forcément, elles vont s'élargir, avec ces manches extrêmement bouffantes, qu'on appelle les manches à gigot. Et la coiffe aussi va changer un petit peu d'aspect, puisque à cette époque, on a une mode, une vogue, de faire des chignons très hauts sur le crâne, et de les arrêter aussi, de les maintenir en hauteur avec des peignes. Et d'ailleurs, sous Charles X, on va avoir une fameuse girafe, hein, la fameuse girafe offerte par le pays de Tunis, qui va arriver à Marseille à nouveau, et qui va petit à petit remonter jusqu'à Paris. Et cette girafe, elle a, vous le savez, deux espèces de bosses, de cornes. Voilà. Donc on va appeler ces peignes aussi des peignes à la girafe. Donc, nos catalanes sont à la mode, portent ces colis fichés, mais elles mettent la coiffe par-dessus. Certainement qu'à l'intérieur, elles doivent enlever la coiffe pour se montrer belles au balcon, etc. Alors, hop. Ici, nous avons aussi la différenciation entre costume citadin et costume populaire, puisque nous sommes à la frange, vraiment, hein, entre la Catalogne et la Gabachie, l'Occitanie. Nous sommes à l'ermitage de Saint-Antoine de Galamus. Donc c'est croqué par Baillot et par le chevalier de Bastereau, avec de très intéressantes représentations de costumes. On le voit, le Catalan, l'Est est fier. Ici, des femmes avec des costumes vraiment très traditionnels, des tabliers très longs, la taille qui est encore haute, on est en 1825, on a remonté un petit peu là, mais vous voyez aussi ces Catalans avec des mantes, c'est-à-dire des couvertures aussi hein, sur les épaules, puisque beaucoup de Catalans faisaient le travail de traginer. Hein, donc ils traginaient, c'est-à-dire ils transportaient des marchandises d'un village à l'autre, d'une ville à l'autre, et parfois donc ils étaient obligés de dormir à la belle étoile, d'où cette mante qu'ils avaient qui leur permettait ensuite de pouvoir dormir au chaud. Hop. Et Baillot, qui a travaillé avec le chevalier de Bastereau, va nous laisser des estampes qui sont aujourd'hui inédites sur les costumes du Roussillon, et notamment celle-ci qui s'appelle Intérieur de ménage, nous montrant une famille de Roussillonnais. Intéressant parce que, on le voit bien, il y a toujours le tablier qui est remonté ici sur un côté, un caraco toujours avec des manches très près du corps et qui se ferme avec une bride ici, un petit nœud, un fichu qui rentre à l'intérieur, la coiffe dont on voit la passe et la capuche. Et la coiffe monte très haut puisque la capuche épouse cette montée d'un peigne ou d'un chignon très haut. Le Catalan, lui, c'est vraiment le prototype. Alors, a-t-il un pantalon long ou court? On ne sait pas, mais bon, on dirait qu'il est plutôt long. Les guêtres, qui épousent justement le devant des chaussures en cuir. Et madame aussi, hein, des petits escarpins plats
Et on voit donc la baratine, toujours portée en arrière. Vous voyez aussi sur cette gravure que c'est un costume voilà, de semaine, notamment pour monsieur, puisque ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un chapeau. Notre catalan. Porte-t-il le chapeau sur la baratine ou s'habille-t-il vraiment comme un citadin ensuite ou comme quelqu'un à la mode pour le dimanche aller au marché ou à la messe? Ça, on ne le sait pas. Et ce qui est très bien aussi, c'est qu'on voit le fameux panier qui est caractéristique de cette époque-là, avec un couvercle qui est en partie pris dans l'anse du panier. Donc ce couvercle, en fait, il tourne. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux dire, mais des fois c'est un petit peu complexe tout ça. Mais, alors, on continue avec toujours Baillot. Paysanne, grisette et demoiselle. Il faut lire tout ça à l'envers. Donc, la paysanne, elle est ici. Évidemment, puisque c'est l'Ourtoulane. Hein. Elle est venue au marché avec tous ses légumes. Et elle est assise et elle vend à ses dames. La grisette, ben vous l'avez vu, donc c'est grisette, c'est celle du milieu. La grisette, c'est la jeune fille qui est employée dans un atelier d'une ville. On va trouver ça partout en France. Hein. La grisette, c'est la grisette de Montpellier, la grisette de Niort, la grisette parisienne, évidemment. Et comme ces jeunes filles viennent de la campagne, sont seules, dans des chambres de bonne, mais ont quand même un salaire, elles ont des possibilités justement d'être à la mode, hein, d'être à la mode locale, et d'augmenter cette mode vers quelque chose de plus beau, de plus précieux, etc. Avec des petits rubans, avec un joli fichu, etc. Donc ces grisettes ont un grand succès à Perpignan et elles font véritablement la mode sous Charles X et au début de Louis-Philippe. Et enfin, la demoiselle. Alors la demoiselle, elle n'est pas du tout habillée à la catalane donc, pour sa coiffe. Vous le voyez, donc c'est une coiffe tout à fait parisienne, de mode. Mais toutes les deux sont habillées pareil. Elles sont habillées en citadine, à la mode. C'est-à-dire que notre costume traditionnel, il va finalement accepter la mode parisienne et ne va en rester que les bijoux et la coiffe pour le caractériser. Allez, on va aller à nouveau sur une autre lithographie de Baillot, toujours. Donc on est en 1833, paraît-il. Et en 1833, il nous représente ce qu'il appelle ancien costume de Cerdagne. Donc c'est très, très étonnant comme dénomination. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Évidemment, il n'y a pas les explications qui vont avec. Est-ce qu'il l'a vu lui-même? Est-ce qu'on lui a sorti d'anciennes panoplies pour faire une danse? Parce que là, on voit bien qu'il y a un danseur avec ses castagnettes qui appelle deux jeunes filles. Ça pourrait être aussi des almourachs, c'est-à-dire des carafes avec du sambon, avec de l'eau de rose, dont on aspergeait les danseuses et le public à l'époque. Mais celui-là a des castagnettes, il a un habit tout à fait d'ancien régime, une veste avec des brodequins, etc. Et vous le voyez là, et il a les fameuses bigatanes. Et nos jeunes filles ont un costume plutôt cerdan, cette fois-ci, puisqu'elles portent, ici on le voit, la résille avec le nœud, le ruban de soie noué sur le haut du crâne, et par-dessus la résille, un fichu qui est entortillé et qui est noué à l'arrière. Et on a aussi un autre fichu ici, qui couvre le corps, dont on n'a pas véritablement d'exemple conservé, malheureusement. Allez, nos paysannes sont habillées très sobrement, alors que nos grisettes sont un peu plus, on va dire, habillées avec des matériaux, de la dentelle, qui est plus pour celles qui habitent à la ville que pour celles qui habitent dans les campagnes. On voit la différence entre ces deux jeunes filles, même si elles sont de milieux, on va dire, quasiment similaires, parce que quand même, elles se sont faites portraiturer
ce qui n'est pas rien. Donc c'était pas vraiment la basse classe. Mais c'est quand même la classe traditionnelle, hein, cette classe moyenne, très attachée au costume traditionnel. Donc on le voit ici, vous avez une coiffe en mousseline brodée, et ici vous avez une coiffe plutôt en dentelle. Et on voit ici ce que Horace Chauvet nous disait, qu'elle a fait le galette, c'est-à-dire ici le petit triangle qui permet de laisser apparaître le lobe de l'oreille et les bijoux. Et elle aussi, vous voyez, les bijoux sont montrés. Elles ont toutes les deux des châles. Alors généralement, celles qui portent le châle blanc sont les jeunes femmes qui n'ont pas encore trouvé de mari. Celles qui ont un châle noir sont celles qui sont mariées. Tac. Donc on pourrait dire que celle-ci est peut-être déjà mariée. Et une autre avec un châle blanc, jeune fille à marier, encore une, que vous pouvez voir au Palais des Rois de Majorque dans l'exposition sur les bijoux en grenat, qui est encore au Palais des Rois de Majorque, et je vous incite à aller voir. Donc elle a cette coiffe typique, avec le galette ici, avec une passe très large, et le bonnet qui est très remonté, et qui n'est pas très large par contre, hein, il n'est pas énorme. Et dans les campagnes, évidemment, des coiffes blanches, toutes simples, des coiffes de travail, des coiffes, des bonnets en fait, hein, tout simplement. Et ces bonnets, ils ont la passe, c'est-à-dire ce qui se pose à plat sur le front, qui est cousu, qui fait partie en fait de la coiffe avec le bonnet lui-même. Alors que sur les coiffes précédentes, non, c'est pas là, hop. Sur les coiffes précédentes, la passe est épinglée. Le bonnet va tout seul, avec sa coulisse. Tout ça, c'est vraiment très différencié. Ce sont des pièces qui se mettent les unes après les autres. C'est vraiment quelque chose de toute une architecture. Hop, voilà. Ici, nous avons une représentation exceptionnelle aussi d'une danse, du bal, hein, de la fête au village, avec le bal qui est réservé à ceux qui ont donné de l'argent pour pouvoir rentrer dans l'enclos et pour pouvoir danser. Il faut savoir que ce n'était pas du tout comme aujourd'hui, hein, ce n'était pas des danses publiques, même si elles étaient à l'extérieur et qu'on pouvait les regarder en dehors de l'enclos, c'est-à-dire tous ces gens-là hein, regardent les danses, mais il y a ceux qui sont à l'intérieur. Et généralement, les jeunes filles voulaient bien aller danser, et qui payait? Les parents. Hein, les parents, et puis la tante aussi qui jetait un œil si les parents ne pouvaient pas venir, hein, pour voir qu'il ne se passait pas des choses, hein, que ça fastège trop. Attention. Hein. Bon, vous avez peut-être pour certains connu ce genre de choses quand les jeunes allaient au dancing, où il fallait qu'il y ait quelqu'un de la famille pour vérifier que tout se passe bien et ramener la petite hein, en toute honnêteté à la maison ensuite, à minuit. Et nos catalanes, ben, elles triment. Hein. Faut pas croire que toutes, elles sont pimpantes, elles se font portraiturer, elles sont grisettes, toutes babées. Hein. Non, non. Nos catalanes, elles triment, et en plus de ça, ben, elles ont les gamins, elles ont les grossesses. Il y a vraiment toute une rudesse hein, dans le pays catalan qu'on va percevoir justement dans des aquarelles comme celle-ci de Guiraud, qui nous montre une femme travaillant le lin, hein, une femme en train de tailler le lin. Donc ce sont des opérations extrêmement fastidieuses, lourdes, difficiles, répétitives. Et donc c'était pas quand même tous les jours la fête. Mais bon, évidemment, quand on parle de mode, ben, moi je vais de suite franchir la Basse hein, pour aller dans la vieille ville de Perpignan, où l'on voit évidemment là la jeune bourgeoisie montante sous Napoléon III, avec ce très beau portrait de monsieur et madame Job, J-O-B-E. Le nez est tout petit, il est bien rond, et il y a tout d'un coup quelque chose qui va apparaître.
une sorte de petit nœud là, en dentelle, de petit, pas si petit que ça d'ailleurs. Il fallait avoir un long cou pour que ce soit joli. Et vous avez aussi donc l'apparition de ces châles damassés en soie. Vous voyez qu'elle est quand même habillée en noir. Hein. Elle a 25 ans. Étrange. Mais le noir, c'est chic. Hop. Une autre de nos catalanes, Napoléon III, puisque là on est passé sous l'époque Napoléon III. Il faut se dire les choses. La révolution industrielle, 1830, et sous Napoléon III, 1860, ce sont déjà, on a engrangé des sous, il y a quelque chose qui se passe, même ici à Perpignan et en Roussillon, c'est-à-dire qu'il y a des fortunes qui se sont faites. Donc là, ça commence à aller mieux pour une grande partie de la population, et les coiffes nous démontrent cela. La dentelle était très chère et on voit qu'elles ont de plus en plus de coiffes en dentelle. Donc il y a de l'argent. Hop. Oh. Oh. Hop là, stop. Donc là nous avons aussi un joli couple de l'époque Napoléon III, avec une de nos catalanes qui a adopté la mode du moment, c'est-à-dire la fameuse crinoline. La crinoline, le châle en cachemire, parce que, mine de rien, la tramontane, ça traverse, c'est froid, la coiffe, et elle est fière de son militaire, c'est un gendarme. Malheureusement, je ne connais pas leur nom, donc je ne saurais pas vous dire si monsieur était bien catalan ou s'il était unafagite, hein, un importé de régions lointaines. En tout cas, tout ça, ça va donner les Catalans, hein, forcément. Puisque, vous le savez, ici, en Roussillon, quand quelqu'un arrive, voilà, il faut faire le compagnonnage, le Tour de France, etc., très souvent, il tombe amoureux d'une Catalane. Eh oui. Donc, il se marie, parce qu'elle est tellement belle, forcément, avec sa coiffe, et puis ses cheveux bruns, et puis ses beaux yeux, et tout ça. Et puis, en fait, il partira plus. Hein. Elle, c'est vraiment... elle va pas aller ailleurs. Hein. Donc, c'est souvent monsieur qui vient d'ailleurs, qui va rester, et puis ça va faire à nouveau des Catalans, mais des Catalans avec du sang neuf. Bien aussi. Hop, au revoir. Allez. Voilà, aussi l'apparition de la photo, c'est très important. Vous allez voir d'autres photos, ça nous sert, nous, tous les historiens du costume, d'avoir des témoignages bien précis et bien véridiques, parce que la peinture, bon, soit, mais ça peut être un peu travesti quelquefois, alors que le portrait photographique, eh bien, c'est quand même du réel. Alors, ici, nous avons en fait un daguerréotype. C'est extrêmement rare, c'est même rarissime. Donc, ce daguerréotype avec une très belle catalane, assise, avec sa coiffe, vous voyez, tout ça, c'est tellement amidonné que ça forme une auréole. Hein. Là. Et ici, nous avons aussi un portrait très bien réalisé par un peintre qui venait de Niort, qui est venu à Perpignan, et comme beaucoup d'artistes qui étaient itinérants, eh bien, il va mettre sa publicité dans le journal local, dire qu'il est à l'hôtel, premier étage, chambre B, à la rue Foch, et qu'il expose 3 tableaux chez le vitrier ou l'encadreur de Perpignan, et puis il explique sur sa publicité que c'est moins cher si on n'a pas les mains c'est plus cher, etc. Vous voyez, donc là il n'y a pas les mains, donc c'était moins cher. Et en même temps, il y a des différences, puisque j'ai retrouvé quelques portraits de lui, hein, il a vraiment, il nous permet justement de voir cette mode que j'appelle de la coiffe parée, où il y a cette espèce de nœud ou de froufrou de dentelle à l'arrière supplémentaire. Là, on est vraiment en 1861, puisqu'il est venu en 1861-1862, et il a laissé quelques portraits, justement, et tous avec ces différents types de froufrou. Donc, on peut dire que c'est vraiment une mode éphémère qui a touché le Roussillon, mais peut-être pas que, puisque on a des témoignages dans d'autres régions à la même époque où il y a des coiffes traditionnelles qui sont tout d'un coup parées
différentes choses, des dentelles supplémentaires, de beaux rubans en nœuds, ou alors carrément des plumes d'autruche. Ce qu'on va trouver d'ailleurs même chez nous. Alors, c'est là. Hop. Voilà, nos catalanes plus âgées, hein, là, elles ont besoin d'être accoudées à la table chez le photographe. Hein, parce que c'est un peu long la pose, donc... mais vous le voyez, cet usage aussi, toujours de la crinoline ou d'une dizaine de jupons amidonnés pour pouvoir faire comme si on avait une crinoline, et puis de ces très grands châles à franges. Les grands châles à franges, vous le voyez ici, voilà. Ils sont arrêtés ici, au niveau de la ceinture qui est encore assez haute, et ici avec une épingle et qui partent en pointe de part et d'autre. Voilà, hop, on va aller plus vite. Donc vous avez vu qu'il y avait ici notre petit couple, un autre couple encore plus traditionnel, on va dire, puisque celle-ci a encore, alors que ça devient démodé, a encore dans Perpignan la capuche roussillonnaise sur la coiffe. Et ici, nous avons certainement donc plusieurs générations représentées, avec ces coiffes Napoléon III, qui sont très belles, avec les petits triangles au niveau des oreilles. Vous le voyez là, et ici un petit peu. Voilà. Et toujours cette physionomie très étrange de ces femmes en crinoline, qui envahissent Perpignan pour la fête de la Saint-Éloi. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Perpignan pour la fête du Grenat. Chaque année, au mois de novembre ou début décembre, il y a la fête du Grenat de Perpignan. Et Perpignan, donc le samedi après-midi, la place de la cathédrale est pleine de femmes en crinoline. C'est très beau. Hop. Et dernière crinoline, donc la fameuse Espérance Polge, la femme du peintre qui a peint toutes les voûtes de l'église de Prades. Et ici, une autre femme photographiée en studio à Perpignan, chez Alphonse Canavi, avec un châle très léger qu'on appelle une grenadine, un châle à franges en soie, presque transparent. Et on arrive à des périodes plus récentes, avec des coiffes qui deviennent vraiment très connues, plus connues, celles que vous avez vues aussi dans vos albums de famille ou dans le portrait qui est conservé dans la maison de famille, avec ces femmes qui se faisaient photographier et dont on agrandissait le portrait, avec monsieur aussi d'un côté, madame de l'autre, pour être exposé dans la salle à manger. Hop. Voilà, la coiffe devient celle qu'on connaît, avec la passe assortie à la coiffe. Et ces coiffes sont des coiffes qui, petit à petit, vont être moins chères, parce que la dentelle se démocratise, parce que l'industrie de la dentelle, à Calais, à Alençon, mais surtout en Belgique, la dentelle de Bruges, la dentelle de Malines, etc. Donc toutes ces dentelles sont faites à la mécanique, mais avec des usines gigantesques. Donc forcément, ces métrages de dentelles deviennent très peu onéreux, et elles peuvent donc fabriquer des coiffes avec des bandes de dentelle. Alors peut-être vous pouvez regarder les coiffes qui sont portées, qui sont vraiment typiques des dernières coiffes, on va dire, ces coiffes 1900, qui sont réalisées toujours en biais, 45 degrés, avec des bandes de dentelle cousues les unes aux autres pour former le bonnet de la coiffe. Et normalement, ça doit être assorti avec le bandeau, c'est-à-dire la passe. Donc nos catalanes, toujours à la mode, faut dire ce qui est. Quand apparaît le faux cul, les robes à tournure, elles sont là, et ne reste que la coiffe. Elles ont vraiment une appétence pour la mode, nos catalanes. Il faut dire ce qui est. Vous voyez celle-ci, avec son faux cul. Hop. Tac. C'est très joli, hein. Vous voyez, avec des boutons là, qui brillent de part et d'autre. Et la coiffe. L'arrêt au milieu, hein. Vous
vous amusez pas à porter une coiffe sans avoir l'arrêt au milieu, hein. Attention. Pas de frange, hein. Et puis, évidemment, ben, la disparition, hein, puisque à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, c'est pas la guerre de 14 qui va faire disparaître la coiffe, hein, c'est vraiment le rotobator de la modernité, hein, qui arrive. Et en même temps aussi de la coiffure, puisqu'il y a des coiffures où la coiffe ne peut plus se poser sur de telles coiffures, tellement c'est sophistiqué. Donc là, vous voyez que la coiffe devient à nouveau, va retomber, on va dire, vers les gens des campagnes, les gens laborieux. Ici, vous avez donc évidemment une nounou, une jeune nounou, avec non pas son enfant, mais l'enfant d'une famille riche. Avec ce très beau tablier de travail aussi, hein. On sent un tablier bien raide. Hein. Et puis, c'est Serretane, de bonne famille, bien catalane, hein, mais qui, elles, ont tout mis aux orties. Hein. La tradition aux orties. Allez hop. Donc, c'est jour de fête à Serré, et on s'habille comme à Paris. Hein. Avec des chapeaux, avec des ailes d'oiseaux. Vous voyez ça un peu. Et vous voyez aussi l'usage du corset. Hein. On ne peut pas travailler quand on a les corsets aussi serrés. Regardez celle-là. Ah. Aïe, 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 aïe. C'est impressionnant. Hein. Eh bien, elles étaient là. Hein. C'est pas que à Paris, hein, ça. Ici aussi, elle se faisait souffrir le martyre pour être à la mode. 45 cm de tour de taille, faut le faire. Hein. Là, on a aussi une photo très intéressante qui a été prise à Perpignan d'une famille du Conflent. Une famille qui a donné des explorateurs, enfin, en tout cas un explorateur qui est allé, je crois, en Amazonie. Et cette photo est intéressante parce qu'elle montre justement la façon de porter la coiffe en fonction des générations. Ça, c'est très intéressant. Vous voyez que là, les ancêtres sont là, hein, les grands-parents, et la coiffe est toute petite et portée encore assez haute ici, alors que les autres commencent à porter la coiffe en arrière. Hein, commencent à partir en arrière. Là. Et ici, évidemment, nous avons le paratonnerre de la famille. Hein, vous le savez, hein. Soit on avait un curé, soit on avait une bonne sœur. Bon, elle devait être au Carmel de Vinça, on lui a dit ben, tu peux sortir aujourd'hui, on te donne une permission, ça fait 10 ans que tu es là, tu peux y aller parce qu'ils vont faire la photo de famille, et peut-être tu reverras plus ton frère ou ton père, on ne sait rien, qui part en Amazonie, et voilà. Hop. Donc on les voit, hein, la différence entre coiffe à l'ancienne mode et la coiffe à la mode ultime, on va dire. Où c'est vraiment d'un usage courant de porter la coiffe pour ces femmes. Elles savent faire, c'est pas quelque chose d'exceptionnel une fois par an, non, c'est quand même plus souvent. Et puis ces extraordinaires robes aussi, qui sont très complexes et qui ont été faites dans les ateliers de Perpignan, de Serré, de Banyuls. Il y avait des couturières hein, à tous les coins de rue, et des ateliers beaucoup plus importants pour faire des vêtements de dessus, comme ça. C'était pas que de l'importer des dames de France. Voilà, une autre coiffe avec un arrangement, avec certainement des fleurs. Alors, est-ce que c'est un costume de mariage? Je ne sais pas. En tout cas, il y a du décor, mais la coiffe, vous le voyez, elle part en arrière et les cheveux sont montés devant. Et là, on est vraiment avec la nouvelle mode des manches à gigot, mais qui est une mode des années 1895 à peu près. Et ici, un mariage en Val-Espire, avec les mariés qui sont là. Hein. On se demande où est la mariée, puisqu'on dit, ah, c'est celle-là? Non, 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 c'est celle-là, elle a la robe noire. Les Catalanes se mariaient souvent avec une robe noire. Donc, eux deux, voilà. Et vous voyez ces coiffes qui partent en arrière, mais vraiment, là, on a l'impression qu'elles vont tomber à force. Hein. Vous voyez? Alors que celle-ci est encore traditionnelle. Mais celle-là, cette coiffe passée là, elle est vraiment... elle accompagne la nuque.
ça tombe, ça tombe. Allez, on va terminer avec cette jolie image, par exemple, sur justement le complexe dilemme entre mode moderne et tradition. Hein, cette jeune fille, ces deux jeunes filles en fait qui se regardent. Ce qui est très beau dans les photos, c'est ces moments-là, quoi. C'est incroyable qu'elle n'ait pas regardé le photographe. Non, elle ne sourit jamais. Bon, souvent parce que les dents sont mauvaises, etc. Bon, on le sait, mais c'est vrai que c'est pas non plus de bon ton de sourire, parce que ça fait apparaître les rides d'expression, et il fallait apparaître glabre, jeune, etc. Donc, hop. On voit bien que la jeunesse, avec des coiffures de ce type, elle va avoir du mal à accrocher la coiffe. Hein. Et à quoi ça sert d'avoir une coiffe qu'on ne voit quasiment plus, avec tous ces bandeaux là, ces cheveux en bandeaux, alors que la génération précédente est encore là avec ses coiffes. Un magasin où l'on vend des coiffes, là, si vous les voyez, ici et là, et là certainement. Donc je pense que là nous avons les vendeuses, mais aussi les fabricantes de coiffes qui se vendent dans cette boutique. C'est une photo vraiment très très rare. Et ici, donc, elle a été recolorisée, mais on voit bien aussi les générations et ces coiffes qui sont très 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 riches, hein, des coiffes en bruges, des coiffes vraiment en dentelle, très sophistiquées, que ces personnes de la classe moyenne, hein, bien catalane, bien locale, peuvent s'acheter. Et donc conservent d'une manière pieuse, hein, d'une manière vraiment, parce que c'est malgré tout quelque chose de très précieux. Et ici, autre photo intéressante, une autre coiffe qu'on n'a pas vue encore, qui est le fameux moukadou. Ah, le moukadou, le voilà, oui, le mouchoir de tête, hein, le fichu sur la tête. Donc, allô, allô, que se passe-t-il? On m'a coupé le sifflet, allô? Il n'y a plus de piles. Photo, pour moi, très intéressante, c'est de voir que, au lavoir, nous avons ces femmes, ces jeunes femmes, qui viennent laver le linge des autres, très certainement. Hein. Celle-ci qui est plus âgée, avec sa coiffe, et celle-ci, ça c'est très intéressant, celle-ci qui est de la bonne société, qui se met à part. Vous voyez, hein, l'eau est là, l'eau courante, mais bon, on ne se met pas avec les petites jeunes là, non, elles sont trop populaires. Hein. Et elle a le chapeau en plus, hein, c'est incroyable. Voilà, moukadou, ça c'est quelque chose qu'a adoré Gustave Viollet quand il a fait ses sculptures, c'est de montrer ces femmes avec Karl moukadou. Le moukadou, on le trouve quand même dans une période assez récente finalement. Et généralement pour des femmes qui sont des aïeules. Hein, il y a vraiment un costume avec la coiffe de la femme accomplie, la femme qui est mariée, et à partir du moment où elle devient une aïeule, c'est-à-dire une très vieille femme, une femme très âgée, eh bien, on a l'impression que le costume doit passer à ce costume-là de la yaï, de la labia, c'est-à-dire celui-là. Toute vestide de nègre, de pied en cap, avec le moukadou mis d'une manière ou d'une autre. Alors, c'est pas forcément vrai, puisque vous le voyez, celle-ci, elle est très jeune. Elle vient d'avoir 2 enfants, et elle a pourtant le moukadou. Là, nous sommes à 20 gros, ici, avec, en 1900, on voit bien la coiffure, très caractéristique. Et puis, c'est l'apparition aussi de scènes de folklore dans les bonnes familles de Perpignan et de Roussillon. Ça, c'est assez intéressant de voir que, juste avant la guerre de 14, on commence à trafiquer tout ça. C'est-à-dire que comme ça commence à disparaître, il est de bon ton de remettre les costumes tels qu'on se les imagine,
Alors évidemment, les plus beaux, et puis c'était pas forcément tout ça qui était porté en même temps, au même moment, par la même personne, mais en tout cas, on a tout ressorti et on porte ça pour faire une jolie photo d'ambiance avec la jeunesse qui a passé une super après-midi et qui a fait venir le photographe. Et pourtant, ça va donner lieu aussi à la création des premiers groupes folkloriques, notamment donc avec ces fameuses danses de carnaval de Amélie-les-Bains et du Haut-Val-Espire, puisque vous avez là des danseurs typiques avec ce costume 1900, vous le voyez, et évidemment le tablier, le fichu, la coiffe bien en arrière, et le catalan avec un costume un petit peu presque d'opérette, on va dire. Des rubans ici, peut-être du bleu, blanc, rouge, j'en sais rien, parce que faut dire que avant la guerre et pendant la guerre de 14, les Catalans du Nord, ce sont bien des Catalans de France. Ils sont extrêmement fiers d'être français. Donc souvent on voit apparaître le drapeau catalan et on voit aussi apparaître cette nouvelle façon de porter la baratine qui est à la française, c'est-à-dire en républicain, en bonnet phrygien. Vous voyez, la baratine change complètement de cette baratine à l'ancienne mode très longue derrière, en baratine crête de coque, là, sur le devant, mais qui signifie bien que nous sommes les Catalans de France et qu'on va aller combattre contre les Allemands. Ça, c'est quand même... On a la preuve, là. Hop, et évidemment, ces jours de fête à Amélie-les-Bains, ça c'est incroyable, cette photo est tout à fait énorme. Très belle parce qu'on voit bien ces coiffes comme les portent nos dames du temps du costume roussillonné. Les coiffes avec ces bandes de dentelle, on les voit bien, hein, cousues les unes aux autres, avec ce biais, enfin, ces 45 degrés de direction, hein, et les danseurs qui les accompagnent, et la foule avec encore des femmes traditionnelles, qui ne vont pas mettre ce costume des jours de fête, moitié belle époque, moitié catalane. Non, là nous avons vraiment ces femmes du peuple qui sont habillées normalement, puisqu'elles portent la coiffe ou tous les jours, ou le dimanche, avec une autre coiffe qui est plus simple pour la semaine. Donc on va terminer là-dessus avec ces belles images de ces Catalans et ces Catalanes de Amélie-les-Bains. Vous voyez, c'est quand même incroyable. C'est une, tout à fait, ça pourrait être une Parisienne, croquée par Ramon Casas au bateau Lavoir et par là-bas. Mais vous voyez qu'elle a la coiffe ici, à l'arrière. Et puis les cheveux, c'est très étonnant. Hein. Certaines filles ont des cheveux crêpés, mais alors qui montent de 10 cm là, sur le front. Je ne sais pas si leur maman avait fauté ou si c'était une méthode, enfin, elles avaient une méthode pour faire ce genre de crépage incroyable. Donc là on voit bien cette première apparition de costume folklorique catalan, alors que le costume catalan est là, hein. Mais c'est autre chose. C'est autre chose et ça va nous donner justement ce costume folklorique qu'on va connaître aujourd'hui, hein, qui est pas du tout le costume catalan, le costume authentique que portent les autres dames, celle-ci, celle-là, celle-là, vous voyez, avec la coiffe. Non, on va avoir des choses complètement sorties de drôles de mélange, en fait, hein, avec ce catalan. Je ne sais pas si c'est un pourou qu'il a, je ne sais pas trop ce que c'est. Mais vous voyez, avec une cravate étrange. Voilà, allez. Et on va les retrouver aussi en carte postale, hein, nos danseuses catalanes, typiques, avec des fichus réemployés en tablier. On voit bien, hein, ça c'est pas des tabliers, ce sont des fichus imprimés. D'ailleurs, même, il y a des figures humaines, là, enfin, je sais pas, il y a des scénettes, et les deux mêmes. Donc là aussi, on va voir le stéréotype qui va apparaître, c'est-à-dire qu'on invente une danse nationale, qui va s'appeler la sardane liargue, celle qu'on connaît aujourd'hui.
Ça, c'est la fin du 19e siècle, c'est la naissance des nations. Sauf que le pays catalan est une nation sans pays. Mais, en tout cas, c'est vraiment... ça fait partie de cette conception comme quoi il faut inventer une danse et il faut inventer un costume. Et pas plusieurs. Alors que vous voyez que tout ça, c'est quand même... c'est pas la vérité, quoi. C'est une construction. C'est une construction tout à fait typique de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle, et on est encore sujet à avoir, pour costume catalan, ces constructions. Et nous, notre travail, justement, est souvent très méconnu, et voire même... les gens sont étonnés et se disent « Mais non, non, ça c'est pas le costume catalan, hein, vous êtes habillés en quoi ?» Mesdames, en bretonne. Donc c'est assez étonnant de voir comment il y a eu un oubli, une omerta, un oubli complet des vrais costumes, des costumes populaires, au profit de costumes de spectacle finalement, hein, puisqu'on le voit bien. Ces représentations sont des représentations très spéciales, très spécifiques, à un moment donné, dans l'année. Hop, et voilà. Oh, monsieur Foncarny, ça alors. Donc, je vous remercie. J'espère ne pas avoir été trop long. J'attends vos questions, parce que j'espère qu'il y en aura. Hein. Et puis, on peut discuter aussi, peut-être poser un peu plus... Voilà. Si vous ne voulez pas poser de questions devant tout le monde, on discute ensemble ensuite. Voilà.